Est-ce que vous connaissez A24? A24 est une société de production et de distribution de films américaine fondée en 2012. Pourquoi A24? Eh bien parce qu'un certain Daniel Katz a eu l'idée de cette boîte de production quand il conduisait sur l'autoroute A24. On a connu mieux comme origin story, oui, mais on fait avec ce qu'on a. Depuis 2013, cette maison, encore assez récente donc, a acquis très rapidement ses lettres de noblesse avec des films acclamés par la critique et le public. Under the Skins, Ex Machina, The Lobster, Swiss Army Man, Moonlight, Under the Silver Lake, Climax ou encore Uncut Gems, ce sont tous des films produits par A24. Aujourd'hui, on peut se dire que le tampon A24 sur une affiche suffit à attiser notre curiosité et nous emmener dans une salle de cinéma. Dans une situation où les salles de cinéma sont ouvertes, bien évidemment. Cependant, A24 sont surtout connus pour avoir permis l'émergence de deux réalisateurs de films d'horreur qui ont réussi à fédérer très rapidement une communauté avec seulement 2 longs métrages chacun au compteur, Ari Aster et Robert Eggers. Ari Aster s'est fait connaître avec l'excellent Hérédité qui renouvelle le sujet de l'exorcisme en le mêlant à un propos sur le deuil avant de réaliser Midsommar, ce délire lumineux et terrible sous psychotrope qui brouille tous nos repères et nos valeurs avec brio. Quant à Robert Eggers, il a fait sensation avec The Witch, un récit très documenté et mis en scène avec beaucoup de goût et de classe. Il a confirmé son grand talent avec The Lighthouse, où l'on suit la montée en folie de 2 gardiens de phare, joués par Willem Dafoe et Robert Pattinson, l'un des plus beaux noirs et blancs que j'ai vu depuis des années. J'adore ces 2 réalisateurs. Ils cultivent, chacun à leur manière, le goût pour des films à ambiance. Chez eux, l'horreur n'est pas frontale. Elle s'insère dans chaque petit recoin du récit teinté de social. On sent bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On est enfoncé dans nos sièges, dans l'attente, et lorsque l'horreur éclate enfin, elle en est toujours décuplée et terrible. Ah ouais, moi aussi j'adore l'Elevated Horror. Bon alors, comme j'entends de plus en plus parler de ce terme d'Elevated Horror, je vais vous expliquer pourquoi, en mon sens, c'est erroné et même plutôt méprisant. Avant toute chose, pour savoir de quoi l'on parle, c'est quoi l'Elevated Horror? Comme c'est un genre plutôt récent, voire qui n'existe pas selon les points de vue, je n'ai pas pu trouver une seule et unique définition. Mais j'ai grappillé les informations par-ci, par-là, et je pense que j'ai réussi à créer une définition qui va convaincre au plus grand nombre. Les avis divergent sur le film qui a lancé ce mouvement. Pour certains, ce serait The Witch en 2015, pour d'autres, ce serait Get Out de Jordan Peele en 2017. Quoi qu'il en soit, 3 réalisateurs semblent être les grands prêtres de ce mouvement. Jordan Peele, Ari Aster et Robert Eggers. Sur certaines listes que j'ai vues sur internet recensant des films d'Elevated Horror, j'ai ensuite vu tout et n'importe quoi. Des gens listent des films qui font rétroactivement partie de l'Elevated Horror. Allez donc apprendre à Lars von Trier qu'il fait de l'Elevated Horror. Je pense qu'il va être le premier surpris. Mais bref, pour les besoins de cette vidéo, j'ai besoin de recentrer un petit peu le débat, sinon ça va partir dans tous les sens. Je vais donc considérer que les 6 films fondateurs de l'Elevated Horror sont Hérédité, Midsommar, The Witch, The Lighthouse, Get Out et Us. Mais quelles seraient les caractéristiques de l'Elevated Horror, c'est-à-dire ce qui différencierait ces films du reste de la production du cinéma d'horreur? Encore une fois, il n'existe pas de définition unique, mais je pense qu'on peut se mettre d'accord sur 3 caractéristiques principales. Premièrement, ce sont des films à ambiance qui prennent leur temps pour installer un univers et une ambiance donc, avec un rythme parfois lent qui sert le récit. Deuxièmement, ce sont des films qui sont moins gore que d'autres films d'horreur, même si l'usage du sang est nécessaire parfois, mais surtout qui s'éloignent des clichés de réalisation du genre comme les jumpscares. Bref, ce sont des films qui ont une mise en scène soignée. Enfin, ce sont des films qui se saisissent de l'horreur pour parler de thématiques sociales. Prenons donc l'exemple des films de Jordan Peele.
Eh bien, c'est vrai que ces deux longs métrages répondent plutôt bien à ces trois critères. Même si Get Out utilise parfois des jumpscares un peu grossiers, c'est un film qui a privilégié son ambiance à une multitude d'artifices. Il ne se passe, au final, pas tant de choses que cela dans Get Out, pourtant on ne décroche pas du film, car on sent bien que quelque chose cloche. Le malaise va grossir jusqu'au dénouement. La mise en scène de Peele y est très soignée. Il y a des plans très oniriques qui marquent l'œil bien longtemps après le visionnage du film. Enfin, son film est bien évidemment social. Ce film parle de ségrégation raciale et du privilège blanc de la vieille bourgeoisie américaine installée depuis bien longtemps. Us ira même plus loin dans une critique pointue et fine d'un phénomène que Peele connaît bien, avec un propos très efficace sur la lutte des classes et sur le mépris des classes dirigeantes. Jordan Peele a permis à toute une population afro-américaine de se retrouver dans un cinéma d'horreur. On retrouve d'ailleurs le même geste dans le très réussi Antebellum qu'il a produit. Enfin, si la crise du Covid se termine un jour, on pourra profiter en salle du remake de Candyman qu'il a également produit. Les premières images sont très prometteuses, on peut espérer voir le mythe du Candyman utilisé pour parler de ségrégation raciale et d'esclavagisme. Je trouve, à titre personnel, qu'il est très logique de voir une production Peele se saisir de cette figure, et que cela tombe vraiment sous le sens. Tiens d'ailleurs, pendant qu'on en parle de Candyman, eh bien, si j'en crois la définition mise en place un tout petit peu plus tôt, eh bien, vous allez être heureux de savoir que l'original de 1992, c'est un film d'Elevated Horror. Alors, très rapidement, de quoi parle Candyman? Hélène, une étudiante mariée à un professeur de son université, s'intéresse, dans le cadre d'une thèse, aux légendes urbaines. Elle décide de quitter le confort de sa vie bourgeoise pour aller enquêter dans une banlieue sur le mythe de Candyman. Un fils d'esclave tué par des blancs d'une manière bien atroce est revenu d'entre les morts pour se venger. Quand je vous dis que ça tombe sous le sens que Jordan Peele produise un remake de ce film. Appliquons donc les critères de l'Elevated Horror à ce film. Premièrement, le film est bel et bien un film à ambiance. Le film prend son temps avant d'installer l'horreur. On passe un petit moment à apprendre à connaître Hélène et son enquête semble au début lente sans pour autant que ce soit ennuyeux. Le réalisateur, Bernard Rose, prend vraiment tout son temps pour installer une ambiance angoissante et poisseuse. La réalisation est vraiment sublime. C'est normal. Comment faire un film à ambiance sans une mise en scène soignée? Rose l'a très bien compris. Il y a des plans qui sont absolument magnifiques. Tout cela permet d'iconiser immédiatement le Candyman lorsqu'il arrive enfin. Il prend son temps à arriver et il est filmé de très loin. On a envie d'en savoir plus et lorsque la réalisation daigne enfin nous le présenter vraiment, l'impact n'en est que plus fort. Enfin, ce film est évidemment social. L'histoire du Candyman nous explique qu'un fils d'esclave, même s'il essaye de gravir les marches de la hiérarchie, ne sera jamais qu'un noir qu'on renvoie à sa condition de fils d'esclave. On voit très bien la misère dans laquelle évoluent les habitants du ghetto. Dans le film, on voit bien une rupture nette entre les bourgeois universitaires blancs et les Afro-Américains qui vivent dans une certaine misère, héritée de l'esclavagisme et de la ségrégation raciale. Finalement, le plus triste, c'est quand on se rend compte que Jordan Peele et Nia DaCosta n'auront pas grand-chose à faire pour actualiser les thèmes de ce film de 92 et que les choses ont très peu changé aujourd'hui. Bref, le Candyman de 92 pourrait très bien s'inscrire dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'Elevated Horror. C'est un film à ambiance très beau et évidemment très social. Rien d'étonnant à cela quand on sait que Candyman est adapté d'une nouvelle de Clive Barker, connu du grand public surtout pour avoir créé l'univers fascinant de Hellraiser. Et du coup, là, tu vas parler de Hellraiser. Ouais. Mais quelle transition soignée! Bref, dans l'esprit de beaucoup, Hellraiser est surtout associé à l'image du démon Pinhead, chef des Cénobites. Quoi? Vous vous attendez à ce que je fasse une blague sur Pinhead et les Cénobites? Non, je suis bien au-dessus de tout ça. Lorsque Clive Barker était encore impliqué dans les films Hellraiser, c'est-à-dire les deux premiers films de cette longue, sans doute trop longue franchise,
Les films étaient bien plus que des simples films de monstres sanguinaires tuant à tour de bras. Les Cénobites, au final, étaient assez peu présents, ce qui a d'ailleurs contribué à l'aura de ces démons, adeptes d'un sadomasochisme absolu et d'un désir sexuel s'effectuant dans la souffrance. Par ces démons, Clive Barker parle de l'humanité. Les Cénobites, ce ne sont pas vraiment les méchants de l'histoire au début de la franchise Hellraiser. Ils ne sont que les arbitres neutres de la déchéance de l'humanité. Le premier film parle finalement d'un drame familial et romantique avant tout. Le personnage de l'oncle Frank, qui revient du monde des Cénobites avec violence et grâce à du sang de victime, est une figure de la masculinité toxique qui ne peut trouver la jouissance que dans l'interdit et la violence. Il est même fait mention d'inceste et de viol pédophile par cette figure. Quant à Julia, finalement la vraie méchante, elle n'est qu'une femme qui s'ennuie fermement dans un couple normal et bourgeois. Et oui, c'est de ça que parle Hellraiser au début, de l'ennui des classes bourgeoises qui doivent répondre à des normes occidentales et catholiques. Finalement, Hellraiser, c'est un petit peu une version gore et gothique de Thérèse Raquin d'Émile Zola. Les deux premiers films de Hellraiser sont des films glauques et dérangeants, car ils interrogent la société de l'époque. Ce sont des films qui ont une véritable ambiance très à part. Ils font des choix graphiques très audacieux pour l'époque, qui ont dû en choquer plus d'un à leur sortie, mais qui en font des œuvres visuellement très abouties encore aujourd'hui, malgré certains effets évidemment vieillissants. Ils se démarquent alors des slashers comme les Halloween, les Griffes de la Nuit ou même les Vendredi 13 qui étaient très à la mode à l'époque, film que Clive Barker n'aimait pas beaucoup d'ailleurs. Bref, encore une fois, ce sont des films d'Elevated Horror. Mais même si les deux premiers Hellraiser se démarquent par rapport au reste de la production horrifique de l'époque, ils s'inscrivent évidemment dans tout un héritage du cinéma d'horreur. Lorsque je vois la poésie glauque et cruelle qui se dégage du merveilleux deuxième opus de Hellraiser, je ne peux pas m'empêcher de penser aux meilleurs efforts de Dario Argento lorsque celui-ci était encore en mesure de produire des chefs-d'œuvre. Ah, Suspiria. Qu'est-ce que c'est bien, Suspiria. J'ai vraiment l'impression d'enfoncer des portes ouvertes quand je dis ça, mais c'est vrai. Le jeu des couleurs en fait aujourd'hui encore un film qu'il faut avoir vu dans sa vie. Le scénario est peut-être simple, mais la mise en scène est tellement brillante et crée une telle angoisse, grâce à une musique mythique de la part du groupe Goblin, que cela suffit à en faire un objet de fascination. Avec ce film, Argento s'affranchit un petit peu du genre du giallo, avec lequel il a fait ses premiers films, pour faire un pas vers l'horrifique. Suite à ce film, Argento jongle avec giallo et horreur, avec plus ou moins de réussite, mais toujours avec talent. Je ne peux que vous conseiller Phenomena et Opéra. Opéra que je trouve peut-être même plus réussi que Suspiria. Bon, aujourd'hui c'est devenu un vieux monsieur, pas mal pervers, qui a réalisé les horribles Mother of Tears et Dracula 3D, mais je préfère ici me concentrer sur le plus grand de sa carrière. Car ces grands films de sa période italienne ont laissé une très grande marque sur l'industrie du cinéma d'horreur. Ce n'est pas pour rien si, en 2018, un remake à Suspiria voit le jour. Film que je n'aime pas d'ailleurs, mais c'est un autre débat. Les films d'Argento sont des films d'horreur à la mise en scène et à la photographie soignée, qui ont évidemment inspiré de nombreux auteurs de films à ambiance. Ce ne sont pas des films où l'on retrouve une dimension sociale, mais qui ont inspiré nos auteurs de films d'horreur actuels, à n'en pas douter. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de dimension sociale, j'ai envie de vous parler d'un dernier film. Remontons encore un petit peu le temps jusqu'en 1968 pour parler de La Nuit des Morts Vivants de Romero. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous expliquer ce que raconte ce film qui a marqué durablement le film d'horreur en instituant la figure moderne du zombie. C'est un film de référence qui a certes énormément vieilli, mais qui reste aujourd'hui encore efficace. Mais là où le film est très pertinent, c'est dans sa dimension sociale, car oui, les zombies ne sont, comme souvent, qu'un prétexte pour parler de l'Amérique des années 60, encore marquée par une grande ségrégation raciale. Alors, aujourd'hui, c'est devenu un petit peu une tarte à la crème de dire le vrai méchant du film, ce n'est pas le monstre, mais c'est l'être humain. Mais pourtant, c'est l'un des films qui en était l'investigateur de cette idée. Alors, évidemment, on pourrait remonter encore plus loin, jusqu'au film de la Universal, jusqu'au film de la Hammer. Mais je pense que c'est bon. Vous avez bien compris mon point de vue. L'Elevated Horror, ça n'existe pas. Ou alors,
ça a toujours existé. Il n'y a pas de nouveau genre de film d'horreur créé par les films de Peele, Astor et Eggers. Ces trois réalisateurs, tout talentueux qu'ils sont, s'inscrivent juste dans un héritage du film d'horreur. Depuis que nous faisons des films d'horreur, il y a des films à ambiance, à la réalisation soignée, qui font la part belle à une dimension sociale. Je trouve cela très méprisant de créer un autel à ces réalisateurs, comme si les œuvres qu'ils produisaient étaient tellement plus intellectuellement supérieures au reste de la production horrifique. Oui, il y a des codes spécifiques dans leurs films, mais ces codes existent depuis des décennies dans le cinéma d'horreur. Ils ne font que réactualiser ces codes pour les rendre plus pertinents à notre époque. Je vous promets, vous n'avez pas besoin de rabaisser des films pour justifier vos goûts à vous. Contentez-vous d'aimer ce que vous voulez sans vous soucier de l'avis des autres. Car finalement, en créant une catégorie à part, nommée l'Elevated Horror, vous ne faites que réitérer les erreurs du passé lorsque le cinéma d'horreur ou de genre était considéré par certains comme de la sous-culture indigne d'intérêt. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Regardez les films que vous voulez sans juger ceux que vos voisins regardent. À très bientôt dans l'Instant T.